Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et j'espère que vous avez préparé votre plus beau diadème pour nous écouter, car pour cet épisode un peu spécial, je vous entraîne à la découverte de la saison 4 de The Crown. Pour en parler, j'ai fait appel à deux spécialistes. Stéphanie Fuseau a suivi la série dès son lancement sur Netflix, sous l'œil bienveillant de la petite reine bleue qui lui fait un signe de la main sur son bureau du matin jusqu'au soir. Salut Stéphanie. Salut Laurence, salut Candice. Et Candice Dupré de Senneville, notre journaliste à particules qui maîtrise son Gotha sur le bout des ongles et a un DESS en Charles et Diana. Salut Candice. Bonjour Laurence, bonjour Stéphanie. Ça tombe bien car c'est justement sur le couple Charles et Diana que cette saison 4 de The Crown est centrée. Entre autres, puisque ces épisodes couvrent la période des années 80, leur mariage, mais aussi bien sûr la politique de la première ministre Margaret Thatcher, alias la Dame de Fer. Un jour, mon garçon, vous serez roi. Dois-je vous rappeler l'importance de construire votre destin avec une jeune femme que le peuple aimera comme une princesse, et le moment venu, comme une reine. Alors pour commencer toutes les deux, est-ce que vous avez aimé cette saison 4 ? Alors j'ai pas aimé, j'ai adoré comme les 3 saisons précédentes. La petite différence cette année, c'est que j'étais particulièrement surexcitée à l'idée de découvrir la saison 4 parce que Diana arrive et que je voue un véritable culte à Charles et Diana. Voilà, je sais que c'est contradictoire parce que en général on est soit team Diana, soit team Charles. Moi je suis team les deux en fait. Et c'est un mariage qui m'a fait rêver, un divorce qui m'a brisé le cœur. Donc j'avais de grosses attentes et j'ai vraiment pas été déçue. D'abord j'ai eu un énorme coup de cœur pour Josh O'Connor que je trouve vraiment formidable, qui interprète Charles. Et puis pour une fois, le couple n'est pas traité de façon manichéenne et ça change. Et puis contrairement au couple d'Elisabeth et Philippe, on peut s'identifier à Charles et Diana. Il y a quelque chose de très humain et de très moderne chez eux. Ces deux figures royales qui sont piégées dans une famille qui, elle, ne l'est pas du tout. Et enfin, les personnages ont tous leur moment de lumière, ce qui est important. La reine, elle reste au cœur de l'histoire quand même. Et il y a des moments très émouvants, par exemple aussi sur Margaret. Puis bien sûr, il y a les décors, les costumes qui sont magnifiques et la musique qui est vraiment sublime. Donc une saison 4 qui remporte tous les suffrages du côté Stéphanie, et toi Candy ? Alors moi je serais peut-être moins enthousiaste. Alors j'ai quand même beaucoup aimé, comme à chaque fois, parce que la série est vraiment très bien faite dans sa globalité. Parce qu'elle donne aussi de l'importance à tous les personnages. Je regrette qu'on parle pas d'Andrew et Edward. On se demande même, par ailleurs, si la princesse Anne a une famille dans cette série. Mais bon, il y a donc beaucoup de réalisme et aussi du grand n'importe quoi. Notamment, j'ai trouvé cette saison, c'est très chouette qu'on ait enfin introduit le personnage de Diana qui est campé par Emma Corrin, mais pour moi, elle est beaucoup trop sûre d'elle. Or, la vraie Diana était quelqu'un d'extrêmement sensible, de timide, de timoré, et personnellement, moi, je trouve qu'elle a beaucoup trop d'importance de ce côté-là, beaucoup trop oui, elle est trop sûre d'elle. Là où un Charles se montre très effacé, un peu penaud, et pour moi il y a une véritable inversion des rôles, et sans compter qu'on dirait aussi qu'ils ont le même âge tous les deux alors qu'ils ont quand même 12 ans de différence. Quand on regarde The Crown, je pense qu'on n'est pas les seuls, on a toujours envie de se demander est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Et là, cette année, au cœur de la saison, on se demande est-ce que vraiment la relation entre Charles et Diana était celle qu'on voit à l'écran ? Est-ce qu'il lui parlait vraiment comme ça ? Est-ce que ce qu'on voit dans la série est fidèle à la réalité ? Alors, sur une ligne droite, oui. Sur les petits détails des bas-côtés, non. Oui, il lui parlait très mal parce qu'il la connaissait absolument pas. Dans la vérité, il se connaissait quasiment pas. Ils se sont connus enfants, ils étaient amis d'enfance, ce qui n'est mentionné nulle part dans la série. Diana, son ami d'enfance, c'est le prince Andrew. Donc elle était familière de la famille royale, faut pas oublier de le dire. Or là, je trouve que dans la série, on a l'impression qu'ils se découvrent le jour où lui vient chercher la grande sœur de Sarah pour l'emmener à une partie de chasse. C'était ça la vraie première rencontre entre guillemets. Mais en fait, ils se connaissent depuis l'enfance. La famille Spencer et la famille de Windsor faisaient des pique-niques ensemble. Ils habitent sur le même domaine.
voilà, la maison Althorp de la famille Spencer côtoie le domaine royal familial. Donc voilà, c'est des toutes petites choses, mais dans sa grande globalité, la saison 4 respecte le fait que lui n'avait aucune considération pour elle parce qu'il a toujours dit que c'était une enfant et il a été contraint et forcé de l'épouser, ça c'est vrai. De la même manière que ce qui, à mon sens, c'est dommage, c'est que dans la série, on ne dit pas que leur rencontre a été fomentée par la grand-mère de Diana et la grand-mère du prince Charles. Sur le côté pas manichéen dont tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, moi là-dessus, je suis pas totalement d'accord parce que j'ai trouvé que la manière dont la série présente les choses, on a quand même plus tendance à vouloir prendre le parti de Diana que celui de Charles. Je trouve que vraiment, c'est quand même pro-Diana et Charles, on a quand même un peu envie de lui mettre des claques de temps en temps, quoi. Alors moi, je me permets d'abonder dans ton sens et j'abonde 3 fois. Il est vrai que la série prend clairement le parti de Diana, comme tout le peuple anglais a pris le parti de Diana en son époque. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit... et heureusement que le pauvre Charles, on peut dire le pauvre Charles, puisque on l'a contraint d'épouser une femme qu'il n'aimait pas. Le fait que Charles il était introduit avant Diana et qu'on ait vu en fait son enfance malheureuse, on n'a pas le même regard sur lui en fait quand on regarde la saison 4. C'est quelqu'un qu'on aime bien, quoi. On comprend qu'il soit en mal d'amour et qu'il soit froid comme ça. Et aussi pareil, je pense que sa réaction, elle est normale vis-à-vis de Diana. C'est vrai que c'est une enfant quand il la rencontre, alors que lui, c'est un homme. Que faut-il que je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille ? C'est quand même mentionné ce moment où elle est au palais toute seule et elle essaye de parler à la reine, au prince Charles. Ça a été ça tout au long de sa vie. Donc finalement, au bout d'un moment, elle a cessé de parler parce que personne ne l'écoutait. Alors là aussi, il y a une petite erreur, c'est-à-dire que la princesse Diana, à la veille de son mariage, n'habitait pas à Buckingham, elle habitait à Clarence House. Ses amis dans cet aéropage royal, c'était les femmes de chambre, les cuisiniers. Voilà, elle n'avait personne qui s'occupait d'elle. Ça, c'est très bien montré dans la série, c'est vrai. Tout ce que je veux, c'est être aimée. C'est tout ce que nous voulons de vous. Quel est l'intérêt pour la série, du coup, de changer des choses qui sont là, pour le coup, de notoriété publique, alors ? Je pense que c'est aussi pour aller au plus vite. Ils ont condensé leur rencontre. En fait, leur rencontre s'est faite sur 3 années. C'est-à-dire que la première fois qu'ils se sont vus, c'était en 1977. C'était un anniversaire du prince Charles, ce n'est pas mentionné. Et ensuite, ils se sont revus 1 an plus tard. Et après, ils se sont revus encore 1 an plus tard. Ils ont condensé ces 3 premières années qui sont fondamentales sur leur rencontre en 10 minutes. Mais je conçois qu'ils ne peuvent pas tout dire. Donc, ils donnent les grandes lignes. Donc, les gens qui connaissent parfaitement l'histoire comme moi ne sont pas perdus, mais vont dire « Ah, là, ils auraient dû dire ça. Ah, là, ils auraient dû dire ça, ça, ça. » Mais En tout cas, ça n'empêche pas de regarder la série avec plaisir, c'est ça que tu dis ? Voilà, exactement. Moi, je l'ai regardé avec plaisir. Je mets une mention spéciale aux costumières, on n'en a pas parlé, qui ont fait un travail de dingue parce que toutes les fringues que porte Diana dans la série sont vraies. C'est-à-dire que même quand elle est dans la lande et qu'elle porte un gros pull en laine rose avec des chevrons verts, elle l'a porté. Sa robe est hyper bien faite. Enfin, voilà, il y a ce souci du travail dans cette série, de costume, de décor, de vraisemblabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais qui est porté et qui est formidable. Avec le temps, Diana abandonnera son combat et elle pliera, comme ils le font tous. Et si elle ne plie pas, que se passera-t-il ? Elle se brisera. Pour incarner Diana, donc la production a choisi une toute jeune actrice, Emma Corrin, dont c'est le premier vrai rôle en fait. Je pense qu'on peut tous imaginer que pour un premier vrai rôle comme ça, jouer Diana, ça doit pas forcément être très facile. Comment elle s'en sort ? Je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle a cette tête qui penche, qui était si familière à Diana. Elle regarde par en dessous, qui était une caractéristique de la princesse Diana. Je pense qu'elle s'est très très bien approprié les mimiques, les gestes, la posture de Diana. Donc moi je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Et ils ont trouvé une interprète à mes yeux idéale. Oui, moi je trouve qu'elle s'en sort globalement plutôt bien. C'est le petit bémol que j'ai sur cette saison. Alors peut-être parce qu'on est toujours très exigeant avec Diana, c'est compliqué de l'incarner parce qu'effectivement elle avait ce charisme, ce charme qui était fou quand même. Et souvent quand
on est fan de Diana, on a un rapport très personnel à elle. C'est-à-dire chacun a un petit peu sa vision de Diana et se retrouve un petit peu en elle, en fait. Et alors, ce que je ne comprends pas, si quelqu'un pouvait m'expliquer, c'est le mystère capillaire. C'est-à-dire que dans aucun film, je n'ai trouvé une coupe qui soit crédible pour Diana. Là, c'est la plus crédible que j'ai vue jusqu'ici. Mais il y a toujours un truc bizarre, quoi. Ils arrivent pas à reproduire la coupe de Diana. Donc, bon, je sais pas. Donc, on arrive à recréer sa robe de mariage au millimètre près, mais par contre, sa coiffure, mission impossible. Il y a toujours un problème choucroute. Et je suis d'accord avec toi, avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on sent pas ce côté fragile qu'avait Diana. On l'a interviewée, cette actrice, et elle est très très sûre d'elle, elle est très affirmée, et elle a un regard très affirmé aussi, et je pense que ça la dessert un peu dans la série, parce que on sent cette espèce de côté volontaire que je pense Diana n'avait pas au début. Donc on voit pas trop la progression en fait dans son caractère, dans sa personnalité. Donc voilà, elle retranscrit pas tout à fait sa vulnérabilité à l'écran, mais globalement, bon, elle s'en sort plutôt très bien. On peut pas évoquer quand même cette saison 4 de The Crown sans parler de Margaret Thatcher, qui est jouée par Gillian Anderson, qu'on connaît notamment pour son rôle de Dana Scully dans X-Files. Est-ce qu'elle est crédible dans la peau de la première ministre ? Alors moi, je vais dire oh que oui. Même si je la trouve... Je trouve l'actrice un peu jeune par rapport au mari. Il ne faut pas oublier que dans la vraie vie, Margaret Thatcher avait exactement le même âge que le sien. Mais tout ce qui est retranscrit, ses relations avec la reine, le fait qu'elle va arriver dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans l'un des châteaux royaux, ça c'est vrai. Je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants. De femme à femme. C'était quelqu'un qui était profondément monarchiste, même si ça n'a jamais transpiré. Mais elle avait une vraie admiration pour la reine. Elles avaient le même âge, quasi. Et elle a toujours voulu faire une bonne impression auprès de la monarchie. Mais en voulant faire une bonne impression, elle se prenait dans le tapis. Et ça, on le voit, les pieds dans le tapis. Et ça, on le voit. On le voit très bien dans la série. Gillian Anderson retranscrit parfaitement ce côté ferme, intransigeant, dur qu'avait la vraie Margaret Thatcher. Et pour Gillian Anderson, c'est une vraie transformation physique, aussi bien pour l'allure que la voix. On l'a interviewée à Télé Loisirs et justement, elle nous a expliqué que ce travail de transformation physique, ça avait été un processus très intéressant pour elle, qui lui avait permis de découvrir le personnage et de construire la créature en quelque sorte. J'utilise créature parce que moi, je trouve qu'elle est très très flippante en fait dans la série. Elle a quelque chose de je sais pas, un peu hors du temps, qui fait peur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la reine, que jusqu'ici on trouvait assez glaciale, voilà, qui pouvait avoir des moments vraiment implacables, finalement, elle paraît douce à côté et plutôt d'avoir un grand cœur, d'être proche du peuple, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Moi, ce que je trouve très très intéressant à regarder dans cette série, c'est le face à face entre Gillian Anderson et Olivia Colman, parce qu'elles sont toutes les deux excellentes, mais dans des registres totalement opposés. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est vraiment à la performance à l'américaine, voilà, un petit peu genre comme les rôles à Oscar, qui est vraiment dans le mimétisme, etc., mais qui est très très bien. Et de l'autre côté, on a Olivia Colman qui est vraiment confondante de naturel, qui est dans l'économie de jeu, voilà, qui est formidable. Et c'est passionnant à regarder de les voir toutes les deux comme ça, proposer deux aspects du métier en fait. Passionnant, je pense que c'est le mot. On pourrait parler encore des heures tant il y aurait à dire sur The Crown. C'est une matière absolument richissime. Pour ceux qui souhaiteraient prolonger le plaisir après avoir regardé cette saison 4, il y a aussi plusieurs documentaires intéressants sur Netflix sur le sujet. Stéphanie, lesquels tu nous recommanderais ? Oui, alors en documentaire pas mal, il y a The Royal House of Windsor et The Story of Diana qui sont dispo en ce moment. Mais surtout, moi, je vous conseillerais Diana in Her Own Words. Alors, je sais pas si je le dis bien. En fait, c'est un documentaire sur la vie de Diana, mais raconté par elle-même, avec ses propres mots, inspiré de son autobiographie. Et ça donne un effet très impressionnant parce qu'on l'entend raconter, voilà, les coulisses du mariage, comment elle se sentait, tout ce qui s'est passé avec Charles, mais de son point de vue. Donc, c'est pas objectif, mais c'est très très intéressant et c'est très émouvant. Ça peut faire effectivement un bon complément à cette saison 4, et puis on peut imaginer que maintenant que Harry et Meghan ont signé un accord de production avec Netflix, il y aura peut-être d'autres documentaires à venir prochainement. Merci Stéphanie, merci Candice de nous avoir fait part de votre passion et de votre expertise sur The Crown.
Voilà, c'est déjà fini. On espère vous avoir donné envie de dévorer vous aussi comme nous la saison 4 de The Crown. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires lorsque vous l'aurez vu et on revient dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application AudioNao ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts, Castbox et Overcast.